Ben, Simon, on fait exception ce soir pour l'extra. On est en tête à tête. On commence avec Bob Absolute. C'est supposé être une bonne nouvelle pour moi, ça? 2 questions pour le Snake concernant la dilution du talent. Est-ce qu'il existe une corrélation entre la faiblesse d'une ligue et la difficulté d'évaluer ses vedettes? Combien d'expansions devrait connaître la LNH pour que les stratégies de repêchage changent? Exemple, si le nombre de joueurs augmente, éventuellement le talent sera dilué et les joueurs auront plus de temps pour faire leur jeu. Conséquemment, les joueurs n'ayant pas un pace élite, mais ayant beaucoup de talent, deviennent attrayants. Oui, c'est difficile à répondre parce que à chaque expansion que la Ligue nationale a eue, à partir des années 90, on a quand même rajouté 9 équipes en l'espace de 9 ans, de 91 à 2000. On se posait toujours cette question-là. Mais là, l'arrivée des joueurs européens a fait en sorte qu'il y avait plus de talent disponible. Alors, je pense que ça s'est quand même fait en douceur. Après ça, on a rajouté 2 autres équipes. Mais encore là, 17 ans plus tard, les Golden Knights et un autre 4 ans plus tard, le Kraken. Fait qu'à date, moi, j'ai pas vu vraiment de différence. La grosse différence, puis ça remonte à 1900 tranquille, c'est quand la Ligue nationale avait pris l'expansion de 6 à 12 clubs en 1977. À ce moment-là, vraiment, le bassin de joueurs était vraiment pas ce qu'il était aujourd'hui et ça avait créé beaucoup de joueurs qui, normalement, auraient été dans la Ligue américaine. Tout d'un coup, qui se retrouvaient dans la Ligue nationale. Et c'est pour ça qu'il y avait une grande disparité entre les meilleures équipes et les pires. Moi, je pense pas que ça fasse une grosse différence si on rajoute 2 équipes. Ce qui peut arriver dans les alignements, par contre, moi, je pense que les joueurs de 4e trio, ça va toujours être les mêmes, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelques postes de plus pour des joueurs de 3e trio, puis il y a des joueurs de 3e trio qui vont devenir des joueurs de 2e trio. Mais tu sais, si tu rajoutes 2 équipes, mettons, tu sais, ça fait combien d'attaquants en tout? Puis ça fait 24 attaquants. Oui. Plus les gens dans la Ligue américaine. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je vois pas je vois pas ça comme catastrophique. Mais c'est sûr que si on arrivait, mettons, à 4 équipes d'un coup, en même temps, là, il pourrait y avoir une période d'ajustement. Mais je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. Il y a beaucoup de talent. Puis il y a des pays aussi qui progressent énormément dans le hockey en ce moment. Donc, tu sais, le bassin de joueurs américains est beaucoup plus intéressant là qu'il y a 35 ans. Surtout qu'il y a du repêchage parmi les équipes. Tu sais, les repêchages d'expansion, je veux dire. Fait que oui, le talent va être dilué, mais au moins, il y en a quelques-uns oui, les équipes d'expansion vont être correctes. C'est juste que je pense que Bob, lui, veut dire que chaque équipe va être un petit peu plus faible. Ouais. Mais je vois pas une grosse différence. Puis pour le repêchage comme tel, je vois pas de stratégie de repêchage différente. C'est juste que la première ronde, il y aurait 34 joueurs. Puis là, ben, c'est sûr que ça fait en sorte qu'un premier choix a moins de valeur qu'à l'époque où il y avait 21 équipes. Mais à l'époque où il y avait 21 équipes, il y avait moins de bons joueurs. Fait que, non. Moi, je pense que ça sera pas... je pense qu'à l'Union, on ne verra pas la différence. OK. Une question de Brett Learnout. Ça doit pas être le vrai joueur, enfin. Pourquoi pas? Peut-être. Simon dit souvent que la Coupe des Blues de Saint-Louis est une anomalie. Cependant, en comparant leurs équipes avec les autres équipes qui ont fait les séries en 2018-2019, que les Blues avaient peut-être une des 8 meilleures équipes de la LNH. Quels sont les éléments qui font en sorte que les Blues de Saint-Louis de 18-19 ne sont pas une équipe prétendante, selon Simon? Bon, c'était une saison bien particulière parce qu'à un moment donné, au temps des fêtes, je crois que les Blues étaient 31e, dernier au classement général. Et Doug Armstrong, le directeur gérant, avait dit à l'époque qu'il était à quelques jours près de commencer une vente de feu. Ce qu'il n'a pas fait, les Blues sont revenus et ils ont gagné la Coupe. Bon, mon souvenir, c'est que lorsque les Blues étaient 31e, je me souviens de les avoir regardés jouer une coupe de match par-ci par-là. Puis je me disais, c'est quand même pas une équipe si mauvaise que ça. Je comprends pas qu'ils soient 31e. Même un peu comme cette année, ils ont très mal parti. Mais si tu remarques, ils montent un peu au classement. Ils ont joué un excellent match contre le Canadien. Ouais. Tu vois que c'est pas une équipe de dernière place en ce moment. Et à l'époque non plus, ça ne l'était pas. Cependant, moi, je regardais l'alignement, jamais je voyais une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Puis la preuve, c'est qu'après ça, ils n'ont jamais passé proche de la regagner. Alors, il y avait Bennington dans les buts qui avait été absolument fumant. Ça avait beaucoup contribué. Un gars qui était arrivé
plus tard dans la saison, alors qu'il avait commencé la saison dans la filiale des Bruins de Boston. On l'avait prêté à la filiale des Bruins de Boston. Alors ça, c'est des choses vraiment uniques. À la défense, il y avait quand même un bon quatuor avec Pietrangelo, Parayko, Bouwmeester, Vince Dunn. Ça, c'est correct. Mais à l'attaque, tu regardes ça. T'sais, O'Reilly, Tarasenko, oui, c'était bien. Mais Brandon Chen, David Perron, Tyler Bozak, Jaden Schwartz, Patrick Maroon, Ivan Barbachev, qui avait été très bon en série, et un jeune Robert Thomas de 19 ans. Tu sais, c'est bien, mais est-ce que nécessairement, sur papier, tu vas dire que ça se compare aux clubs qui ont gagné la Coupe des dernières années? Ben, pour moi, c'est non. Puis O'Reilly, ils sont allés chercher cette année-là? Je me souviens pas. Je crois, il avait peut-être été signé... Attends, on peut le regarder. Il avait peut-être été signé l'année d'avant. C'est une bonne question que tu poses. Parce qu'il avait fait ça dans l'optique de oui, devenir aspirant. Tu sais. Oui, il l'avait signé l'été d'avant. OK. C'est ça. Ouais. Ou il avait obtenu en échange des Sables, un des deux. Mais il avait vraiment commencé l'année à Saint-Louis. Okay. Vincent Denomé. Avec tous les efforts faits par la LNH pour vendre le hockey mondialement, pourquoi ne pas forcer les équipes à prêter leurs joueurs pour leur championnat mondial junior quand ils ne sont pas pour le championnat junior quand ils ne sont pas réguliers dans la LNH? Catton, Dickinson, par exemple. Pensez-vous que si ces deux joueurs portaient des couleurs d'équipe canadienne, la décision aurait été la même? Ouais, je pense que l'équipe canadienne et l'équipe américaine, ça ne fait pas de différence. Dickinson est quand même devenu un régulier là, à San Jose, puis je pense que probablement que les Sharks ne voulaient pas briser la saison du jeune en deux, étant donné que l'équipe, en ce moment, les Sharks, au moment où on enregistre, feraient les séries. Ouais. Alors, je pense qu'on n'a pas voulu faire ça. Berkeley Catton, on a eu besoin de lui parce qu'il y a eu des blessés à Seattle. De là à forcer les équipes à faire ça. Regarde, les équipes le font de temps en temps. Calgary le fait pour Zane Parekh. Mais je pense que, tu sais, à la base, la Ligue nationale, c'est la priorité. Oui. Tu sais, c'est bien beau, le championnat junior, c'est un très bel événement, mais ça demeure quand même un tournoi de hockey junior. Puis ils sont en train de mettre les 4 nations, puis les Jeux olympiques, ça développe plus à l'international, j'imagine. Exactement. Charles-Étienne Leroux, pouvez-vous m'expliquer quelle hâte il y avait de signer Jacob Markstrom pour 2 autres saisons, alors que ses performances déclinaient déjà et que ça commence à être laid? Tu as tout à fait raison, Charles-Étienne. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais si on peut essayer de trouver une raison ou un raisonnement, c'est que il n'y a pas 32 bons gardiens de but dans la LNH. Puis je crois que les équipes, quand ils en ont un, soit qu'il y a un bon passé, un bon pedigree, ou qu'il y a un bel avenir devant lui, mettons un plus jeune, ben on essaie de les garder parce qu'on se dit, ben si je ne signe pas Markstrom, je vais peut-être être pris avec pire que ça dans 2 ans. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il n'y avait pas de hâte à le signer, mais dis-toi que s'il était devenu agent libre, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait pris parce que Markstrom, c'est Markstrom. Ouais. Mais ce n'est plus Markstrom. Non. Jimmy Larochelle. Monsieur Snake, auriez-vous à l'époque pris au sein de votre club le champion Jason Spezza ou Patrice Bergeron? Elle est là votre réponse à votre débat entre Suzuki et Suzuki. C'est intéressant comme comparaison. Mais, regarde, je vais répondre en 2 temps. C'est sûr que 20 ans plus tard, c'est facile à dire, Patrice Bergeron. À l'époque, honnêtement, je ne le sais pas. Il est possible que j'ai pris Spezza, je l'avoue. Mais où je suis d'accord avec la comparaison Spezza-Bergeron. Elle est excellente dans le sens que, oui, Spezza un peu plus flashé, Patrice Bergeron plus cérébral, plus utile à tous les niveaux. Mais je pense pas que ça s'applique à Stutzla et Suzuki. Parce que Suzuki, c'est pas un Patrice Bergeron. Vraiment, il est plus offensif que Bergeron. Défensivement, c'est pas Patrice Bergeron. Je pense que la comparaison Spezza, Stutzla, Bergeron, Suzuki, je pense qu'elle est un petit peu boiteuse. Et puis, Stutzla, regarde, ça, là, j'en démarre pas, là. Puis je sais qu'il y a quand même bien des auditeurs qui doivent regarder les sénateurs de temps en temps. Il y a tout le temps la rondelle. OK? Ouais. Alors, je trouve que c'est un joueur beaucoup plus d'impact pour Ottawa que Jason Spezza ne pouvait l'être. OK. Sébastien Houd, en termes d'actifs, combien vaut réellement une Coupe Stanley? Quand une équipe sent que sa fenêtre est ouverte et qu'elle veut donner le grand coup, jusqu'où est-ce rationnel d'hypothéquer le futur pour le présent? On parle de quoi concrètement? 2, 3, 5, 10 choix de repêchage? 2, 3, 6, 8 espoirs? Est-ce qu'il existe une limite théorique où une coupe justifie presque tout? Ah, que je me suis posé cette question-là souvent. Je crois
une coupe justifie presque tout. En fait, une coupe justifie tout. Le problème, c'est qu'il y a juste une coupe qui se gagne dans une année, puis il y a souvent 4, 5, 6 équipes qui font ce genre d'échange-là dans le but de la gagner. Alors, si tu ne la gagnes pas, ça paraît très mal quand tu te retrouves sans premier choix pendant 3-4 ans de suite. Si tu la gagnes, on s'en fout, on a gagné une coupe, même si par après, l'équipe peut péricliter, t'en as une. C'est quoi les chances de gagner une coupe dans une vie? Alors, est-ce qu'il y a une limite en fait de choix puis d'espoir? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de limite. Tu fais ce que tu crois être ce qu'il y a de mieux pour gagner la coupe. En courant le risque que si tu ne la gagnes pas, ben là, tu te vas dire qu'est-ce que tu as fait là. Ben, c'est ça. Comme les Leafs, là. Oui. Eux, on devrait leur donner une limite. Mais t'aimes pas, on a fait beaucoup de ces échanges-là, mais ils ont 2 coupes. Exact. Alors, c'est ça, ils ont 2 coupes. Michael Lemon. Se pourrait-il que le Snake se soit trompé par le glitter dans le jeu de certains joueurs comme Tim Stützle ou Jack Hughes, qu'il considère des joueurs qui effectuent des jeux chaque fois qu'ils sont sur la patinoire et qu'il sous-estime des joueurs moins sexy et plus cérébraux comme Nick Suzuki, Patrice Bergeron et Joe Thornton, qui sont eux toujours au bon endroit, au bon moment et qui semblent moins dépenser d'énergie inutile sur la patinoire comme s'ils prévoyaient les jeux 3-4 secondes à l'avance. OK, alors j'ai gardé les 2 questions, même si elles se ressemblent. Ouais. Je pense pas que Jack Hughes puis Tim Stützle, ça soit seulement du glitter. OK, ce sont des joueurs qui génèrent des chances de marquer. Du glitter, pour moi, c'est un joueur qui fait beaucoup de gestes de fantaisie sur la glace qui mènent à rien. Alors ça, là-dessus, je suis d'accord avec Michael. Mais dans le cas de Stützle et Hughes, c'est des gars qui provoquent des chances de marquer. Alors, peu importe la façon dont ils les provoquent, on s'en fout. Oui, des gars comme Thornton, Bergeron, Suzuki dépensent moins d'énergie. C'est vrai, ils sont au bon endroit au bon moment. Mais je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir des joueurs comme Suzuki, puis tu peux avoir des joueurs comme Stützle. C'est pas nécessairement de dire un ou l'autre. Mais non, Stützle, Hughes, c'est pas juste du flash. Samuel Maltais. Comment expliquez-vous la saison de Jonathan Chichou qui a mené à son trophée Maurice Richard? Est-ce vraiment un one-hit wonder? Est-ce que le Snake l'avait classé haut lors de son année de repêchage? Le Jonathan Chichou, hein? À chaque année, depuis qu'on fait des podcasts, ce nom-là revient. C'est un des premiers gagnants du trophée Maurice Richard. En 2005-2006, au retour du lockout, M. Chichou avait fait 56 buts. Moi, j'avais regardé beaucoup de matchs des Sharks cette année-là. C'est l'année où ils ont acquis Joe Thornton. Et Chichou, là, tout rentrait. Tout rentrait. Il était toujours à la bonne place. Ça n'avait pas de bon sens. Tu disais, comment ça se fait? Tu sais, le gars, il avait du talent de marqueur. Mais tu disais, ça ne peut pas se reproduire une saison de 56 buts. Moi, je pensais que Chichou redeviendrait un marqueur d'à peu près 25-30 buts. Et c'est pas vraiment ce qui est arrivé. Il a complètement plongé. Il a eu 35 buts la saison suivante. Puis après ça, 3 ans plus tard, il se retrouvait dans la Ligue américaine et ensuite en Europe. Il a fini de jouer en 2017. Au repêchage, moi, à ce moment-là, Chichou, c'était pas le patineur le plus rapide, mais c'est un gars costaud qui avait quand même eu 76 points dans la Ligue de l'Ontario. Alors oui, je l'aimais. Il avait été choisi, 29e au total. Si ma mémoire est bonne, moi, je l'avais peut-être... 98, c'était pas un gros repêchage. Moi, je l'avais peut-être entre 20 et 25. Puis je m'attendais à un gars peut-être de 25 buts. OK. Ouais. Alex Arcato. Salut Snake. J'aimerais avoir ton évaluation de Alex Sandin-Pellikka depuis le début de la saison. Crois-tu en son potentiel offensif sur le long terme? La réponse est oui. Sandin-Pellikka, en ce moment, joue 18 minutes par match. Il joue sur la 2e unité de jeu de puissance. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là depuis que je le voyais junior dans le Suède. Évidemment qu'il a tombé dans un club qui a déjà Moritz Seider. Donc, je pense que Moritz Seider va lui gober des minutes de jeu de puissance, des minutes dans des situations clés qui font en sorte que si tu me demandes ça pour un pool, ben moi, je serais prudent du côté pool parce que ça ne sera pas nécessairement le défenseur numéro 1 offensif à Détroit. Mais je pense que c'est un gars quand même... ça peut être certainement un gars de 40-45 points, il me semble. Ouais. Félix Gagnon. J'imagine que je n'apprends rien au serpent, mais
R.J. Celebrini fait déjà tourner les têtes. Lui qui sera admissible au repêchage de 2030 ou 2031. Sans blague, comme dépisteur aux juniors, à partir de quel âge les jeunes devraient-ils commencer à être observés comme étant des espoirs si on veut avoir un sport sain et compétitif en même temps, selon vous? Moi, je te dirais 15 ans. Parce que très souvent, dans le hockey mineur, quand on se promène dans les arénas du Midget 3, où les joueurs arrivent habituellement à 15 ans ou 16, il y a des noms qui circulent. Puis on nous parle de joueurs de 11 ans, 12 ans. Ouf. Lui, surveille-lui. Puis moi, ce que je fais dans ce temps-là, parce que je ne suis pas impliqué dans le hockey mineur, mais j'entends les noms, je les note. Puis après ça, je regarde quelques années plus tard qu'est-ce qui est arrivé. Puis souvent, c'est pas ce qu'on pensait. Puis il y a des gars qu'on attendait moins, comme Alexis Lafrenière, qui sont arrivés dans le Midget 3, qui ont tout cassé et qui ont été le premier choix de la Ligue nationale. Mais on ne parlait pas d'Alexis Lafrenière quand il avait 10 ans ou 11 ans. Mm-hmm. Donc, je pense que avant de commencer à penser LNH, 15 ans, mais encore là, il y a très peu d'élus. Alors, tu ne peux pas nécessairement mettre une étiquette sur un joueur, mais tu peux dire, lui, peut-être, on verra. Évidemment qu'il y a des exceptions, des gars comme Alexis Joseph qui sont arrivés à 14 ans. Lui, Alexis Joseph, quand il est arrivé, il avait déjà une étiquette LNH. Il va probablement être un joueur LNH, là, c'est à moins d'un malheur. Mais c'est ça. Alors, je dirais 15. Mais est-ce qu'on ne devrait pas comme s'arrêter par strat? Là? Par exemple, Ligue junior majeure, c'est déjà un step pour se faire drafter. Oui. Fait que là, ça te considère une bonne étape. Fait que après, penser à la Ligue nationale, c'est mettre beaucoup d'emphase, de pression sur un jeune. Regarde, les dépisteurs juniors, eux autres, comme moi, on ne repêche pas en fonction de la LNH. Non, exact. Parce que nous, on amène les joueurs aux juniors. Puis quand on les évalue en fonction de ce qu'ils vont devenir dans le hockey junior. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'un joueur, mettons, peut-être un peu plus frêle, il va être repêché en première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec, mais on sait très bien que c'est pas nécessairement un futur NHLer. Alors, pour les joueurs les dépisteurs de la Ligue nationale, c'est à leur année de repêchage qui sont évalués, donc généralement à 17 ans. Okay. Frédéric Hébert. Je ne suis aucunement un fan de Jake Evans. Il n'est pas plus qu'un joueur de quatrième trio. Cependant, à 2,85 millions par année, ce n'est vraiment pas cher payé pour un quatrième centre qui est parmi les meilleurs en désavantage numérique de la Ligue. Et oui, la culture est importante. L'exemple le plus facile est de regarder à Buffalo. Comment dire qu'une culture positive n'est pas importante dans une organisation? C'est la même chose pour n'importe quelle entreprise de tout domaine. Difficile des fois d'écouter Simon quand il n'est pas capable d'admettre ses torts à ce point. Oui. Moi, j'ai parlé souvent, là, je vais répondre, c'est pacté, là, cette question-là. Oui. Je vais commencer par parler de la culture. Oui, la culture, c'est important. Cependant, c'est quoi la définition de culture? Et qu'est-ce qu'on en sait, nous autres, en tant qu'observateurs externes? Ouais. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'à Buffalo, nécessairement, il n'y a pas une molle culture? On ne sait pas. Là, ils viennent de remplacer le DG, mais il y avait déjà une séquence victorieuse qui était commencée. Avec les mêmes joueurs, ils ont 10 victoires de suite. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils viennent de nommer un DG. Non. Tu sais, alors oui, tu as raison, Frédéric, la culture, c'est important, puis je ne l'ai jamais nié. Cependant, moi, je ne peux pas arriver à faire des affirmations gratuites comme ça, puis dire, il y a une mauvaise culture à Buffalo. On ne le sait pas, à moins d'être de l'intérieur. Puis moi, ces informations-là, je ne l'ai pas de l'intérieur. Bon. Pour ce qui est de Jake Evans, pas cher à payer pour un quatrième centre. Regarde, le plafond monte, c'est vrai, c'est pas un contrat qui nuit aux Canadiens, mais à un moment donné, quand tu te mets à être collé sur le plafond, c'est ce genre de contrat-là qui peut te nuire. On l'a vu par le passé, des équipes qui ont donné des gros contrats à des joueurs de soutien et qui se sont retrouvés à côté au plafond et qui ont été obligés d'échanger un joueur top 6 pour être capable de manœuvrer en dessous de ça. Alors, non, c'est pas un problème, mais tu dois éviter ce genre de contrat-là parce qu'il est parmi les meilleurs en désavantage numérique. Oui, il est bon en désavantage numérique, mais tu sais, il n'est pas le seul, puis des joueurs pour évoluer en désavantage numérique qui pourraient gagner moins cher, ça se trouve. Tu sais, fait que... tu sais, il faut pas, là... Puis là, oui, la culture est importante. Oui, Jack Evans, c'est probablement un bon coéquipier, mais il y en a d'autres dans la Ligue qui sont des bons coéquipiers puis qui gagnent moins que ça. Martin Desgagnés. Selon vous, si on focus seulement sur le développement hockey, quelle est la meilleure avenue pour le jeune joueur entre WHL, la LHMQ ou les collèges américains? J'ai intentionnellement laissé la OHL de côté, qui est pour moi la meilleure ligue de développement au monde.
Bon, évidemment que pour un joueur de hockey canadien, son lieu de résidence va décider dans quelle ligue il va jouer. Alors, ça serait difficile pour un jeune de 15-16 ans de Vancouver de dire, ben moi, je veux m'en venir jouer dans la Q. Là, il y a une grosse procédure là, pour déménager de territoire et tout. Alors, si c'est une question de choix, il n'y en a pas vraiment de choix. Le vrai choix, il se fait entre le hockey junior canadien et la NCAA. OK. Bon. Alors, mais si on prend juste la question au premier degré, ben, je suis porté à répondre des collèges américains, mais en même temps, pas vraiment. Et j'explique pourquoi. Auparavant, tu devais faire le choix, c'était un ou l'autre. Alors, si tu faisais le choix du collège américain, où tu arrivais généralement à 18 ou 19 ans, ça voulait dire que tu étais obligé de jouer ta saison de 16 ans, 17 ans et même celle de 18 dans des ligues inférieures aux ligues juniors canadiennes. Ça pourrait être la USHL, ça peut être les high school américains, ça peut être les ligues juniors A au Canada. Et je pense qu'à ce moment-là, un joueur, tu sais, on va prendre un joueur québécois qui, à l'époque, devait doubler, si on peut dire, jouer une deuxième année de midget 3. Louis Leblanc a fait ça pour pouvoir aller jouer à Harvard à 18 ans. Alors, Louis Leblanc, au lieu de s'en aller dans la Ligue junior majeure du Québec à 16 ans, il a refait son midget 3. Déjà, c'est pas bon pour le développement. Ensuite, à 17 ans, il s'en va dans la USHL. USHL, c'était plus faible que d'aller jouer dans la Q. Fait que déjà, il y avait 2 ans qu'il aurait perdu. Ensuite, il se retrouve à Harvard à 18 ans. Oui, à ce moment-là, c'est mieux de te retrouver dans un collège américain que dans le junior majeur canadien parce que tu évolues contre des joueurs plus vieux. Mais est-ce que ça pouvait te nuire ces 2 saisons-là? Maintenant, étant donné que les joueurs ont le droit de jouer junior, puis je pense que ça va être la stratégie de plusieurs, ça va être de s'en venir dans les ligues juniors canadiennes et ensuite, à 18-19, goodbye, on s'en va. Justin Poirier a profité du changement de règlement, justement, pour partir de la Ligue à 19 ans et s'en aller dans l'Université du Maine, où il joue très bien. Alors, c'est une longue réponse, là, parce que c'est pas juste comme ça. C'est pas juste l'idée de dire, est-ce que le hockey junior canadien est meilleur que les collèges américains? Je pense que ça dépend. À chaque âge, il y a quelque chose d'optimal. Ouais. Je pense qu'à 16-17, le junior est optimal. À partir de 18, la NCAA est optimale. Puis tu sais, quand tu parles que les gars sont plus vieux, donc le calibre est peut-être un peu meilleur, Oui. tu classes où l'âge des gars versus le nombre de matchs joués? Parce que dans le hockey canadien, il y a beaucoup plus de games plus semblables à la Ligue nationale, par exemple. Ouais, ça, c'est une chose. J'avais toujours dit que le hockey junior canadien, c'est une mini-ligue nationale. Ouais. Les clubs vont jouer 64, 66 matchs. Ils vont jouer avec les séries, une équipe qui fait 2-3 rondes. Un gars peut jouer pratiquement 80 matchs. Ouais. Les Knights de London, je ne sais pas combien ils en ont joué l'année passée. Je pense que c'était pas loin de 90 avec la Coupe Mémorial. Alors oui, ça prépare bien. Sauf que j'ai regardé les joueurs de la NCAA, les Jack Eichel et compagnie, qui sont allés dans la NCAA. Puis finalement, le calendrier de 35-40 matchs, quand ils sont arrivés dans la LNH, la transition s'est très bien faite. Alors, j'ai changé un petit peu d'idée à ce sujet-là, okay. Du fait que ça prenait plus de reps, là, plus de matchs, plus de Je pense que c'est pas un facteur, mais ça m'a pris du temps à analyser tout ça pour finalement me rendre compte que non, le nombre de matchs, pas grave. OK. Ouais. Renaud Amessé. Question pour le Snake. On t'offre l'opportunité de refaire les règles concernant le repêchage de la LNH. Que ferais-tu de différent? Tu as carte blanche. Exemple, moins de rondes de repêchage, changement d'âge d'admissibilité, effacement de la loterie. OK. En ce moment, il y a 7 rondes. Les joueurs sont admissibles lorsqu'ils ont eu 18 ans, entre le 16 septembre et le 15 septembre suivant. Donc, la majorité des jeunes, au moment d'être repêchés, c'est 18. Il y en a d'autres qui s'en vont sur leur saison 19. Moi, je ne changerais pas l'âge. Il y a déjà eu une époque où les joueurs étaient repêchés à 20 ans, donc après leur saison 19, dans les années 70. Puis, ça donnait... Il y en a qui disent « Ah, tu as 2 ans de plus pour les évaluer. » Moi, je trouvais que ça donnait lieu à des erreurs parce qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui produisaient à 19 ans, mais qui ne produisaient pas à 17 ou à 18. Mais à 19, lorsqu'il était un peu plus vieux que le reste de la Ligue, la moyenne de la Ligue, là, il devenait productif et ça faussait la donne. Puis il y a eu beaucoup de flops de première ronde à cause de ça. Ensuite,
Bon, il y a eu des questions légales. Là. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de 18 ans de gagner sa vie. Ça, c'était des choses qui avaient été souvent dites dans les négociations de convention collective. Mais moi, je m'en tiens simplement à l'aspect hockey. Mais mettons qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent, là, les dirigeants. Moi, je laisserais ça comme ça. De toute façon, à 18, tu les retournes en général aux juniors. Ouais. Fait que c'est juste que tu les mets, tu les choisis avant, c'est tout. C'est comme les académies de soccer qui prennent des joueurs à 13-14 ans. Écoute, Ouais. c'est ça. Tu les développes, puis après ça, tu verras. Rendu à 20 ans, tu verras. Le moins de rondes de repêchage, non. Il y a déjà eu 12 rondes, je pense. Ils ont baissé ça à 9. Regarde, que tu aies 5 ou 7. Probablement qu'il y a des joueurs qui aimeraient mieux ça. Parce qu'après 5 rondes, il y aurait peut-être une genre pas de surenchère, parce que les contrats sont les mêmes, mais il y aurait des joueurs qui se diraient, je ne pourrais plus choisir mon équipe. Oui. Tandis qu'un choix de 7e, souvent, va être ignoré, puis tu dis, je m'en vais à telle équipe, je ne voulais pas m'en aller là. Mm-hmm. Alors que si tu mettais ça à 5 rondes, il y a des joueurs qui pourraient dire, moi, je veux m'en aller au Canadien, moi, je veux m'en aller à Los Angeles. Bon. Mais moi, je ne changerais rien. La loterie, ça n'arrivera pas. Mais s'il vous plaît, débarrassez-nous de cette loterie qui me rend malade. OK? Je sais, c'est fait pour dissuader les équipes de tanker, de couler à pic. Est-ce que ça a empêché les Sharks et les Blackhawks de couler à pic des dernières années? Non, ils ont pris une chance. Les Sharks savaient qu'il y avait seulement 25 % d'avoir Matthew Schaefer. Ils ont coulé à pic pareil. Mais il y avait 25 % d'avoir Celebrini, puis ils l'ont eu. Ouais. Là, les Islanders se retrouvent avec lui. Tant mieux pour eux autres. Mais, tu sais, je trouve pas moi, que c'est une récompense. Ils ont bien fait, ils vont... Oui, OK, il y a une récompense. Ils n'ont pas tanké. Ben oui, là, c'est une récompense pour pas avoir tanké. C'était pas une belle bonne équipe, les Islanders. C'était pas une équipe poche, mais c'était pas une belle bonne équipe. Alors, récompenser pour quoi? Récompenser pour pas avoir fait exprès de couler à pic? Puis, tu sais, il y a de plus en plus de règles là, qui sont changées dans les autres sports. Le baseball là, a instauré une loterie il y a quelques années. Puis, en tout cas, allez lire les règlements de ça, là, c'est pratiquement impossible de faire ce que les Sharks ont fait. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite au nombre de fois que tu peux choisir d'un 4 premiers, une limite selon ta masse salariale du nombre de fois que tu peux choisir dans le top 10. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ils veulent éviter le tanking. Écoute, il y a toujours une équipe qui a fini 32e. Ouais. Qu'elle ait tanké ou qu'elle n'ait pas tanké, qu'est-ce que ça fait à finir 32e? Puis souvent, les équipes qui finissent 32e, ils sont vraiment mauvaises. Tu sais, oui, il y en a qui vont le faire exprès pour être encore plus mauvais, mais les joueurs ne le font pas exprès. C'est le management qui décide qu'il y a un alignement, qu'eux jugent poche. Des fois, ça crée des surprises. Il y a des clubs, tu dis, oh mon Dieu, ils étaient bâtis pour la queue, puis ils finissent pas à queue. Puis il y a d'autres équipes, comme Chicago, comme San Jose, tu savais que tu ne vas pas gagner avec ce qu'ils avaient. Donc, pour moi, pas de loterie. La NFL fait la bonne chose. Je sais que le week-end, la NFL vient de se terminer. Ça a jasé de ça toute la fin de semaine. Les Raiders de Vegas ont laissé dans les estrades 2 joueurs clés dans les 2 dernières semaines dans le but d'avoir le premier choix. Ils l'ont eu. Ben oui. Écoute, ça fait partie de la game. C'est que je vois pas, moi, l'idée de récompenser une équipe un peu moins poche. Mais je pense que c'est juste de ne pas perdre trop de spectateurs dans l'année, dans la saison régulière, parce que c'est comme ça que la Ligue fait de l'argent avec la vente des billets. Ça, t'as raison, Pag, mais comme je viens de dire, il y a une équipe qui va finir 32e anyway. Ouais, de toute façon. Fait que ce soit les Islanders, les Sharks, les Blackhawks ou Nashville, il y en a une dont les estrades vont se vider. Oui, c'est sûr. Qu'elle l'ait fait exprès ou non. Bon, idéalement, je pense que Gary Bettman, lui, voudrait 32 équipes qui jouent pour 500. Ben oui. Puis tous les matchs s'en vont en prolongation. Tu sais? Ouais. Fait que tout le monde en gagne la moitié, tout s'en va en prolongation. Mais je suis pas sûr, moi, si ça marcherait, parce que ça a été souvent prouvé dans des études sur le sport que les grosses équipes, là, quand il y a 2-3 puissances, il y a plus d'intérêt de la part des spectateurs. Tu as plus de plaisir, des fois, à voir un clash entre les 2 meilleures équipes. Tu sais, mettons, exemple, là, qui souhaite pas, là, qui a peur, mettons, une série Colorado-Dallas. Oui. En ce moment. Mais là, si tout le monde était égal, ben là, oui, OK, ce qui serait le fun, c'est que ça serait un petit peu random, là, le gagnant de la Coupe Stanley. Mais
les gens en général aiment les puissances. S'il y a des puissances, il va y avoir des clubs poches. Ouais. Puis souvent, ben, même si ton club, tu penses qu'il n'y a pas de chance de battre la puissance, ben, à un moment donné, il y a des surprises, il y a des équipes Cendrillon. Ça aussi, ça fonctionne. Mais une équipe de 500 qui bat une équipe de 500, verrais-tu ça, toi, toutes des séries comme ça? Ben, ce serait plat. Oui, c'est ça. Mais si le fun, à un moment donné, c'est que Columbus élimine Tampa. Tu te rappelles, il y a quelques années, Columbus sort Tampa. Alors, moi, en tout cas, je pense Josh que ça Anderson crée... avait fait Josh Anderson. son CV là-dessus. Et qui a fait son CV là-dessus, c'est ça. Puis, regarde, cette année, Colorado, là c'est le roi de la montagne. Ouais. Est-ce qu'ils vont gagner? Je ne sais pas. Mais il y a un roi de la montagne au-dessus de ça. Alors, ça n'enlève pas le plaisir des fans des Habs de suivre les Canadiens en série. Ben Là, je pense qu'ils vont s'en en série. Là. Ben oui. Ça n'enlève pas ce plaisir-là, mais tu te dis, hey, si on s'en va en finale, on pogne Colorado. Tu sais, c'est... En tout cas, peut-être si c'est mon imagination, mais j'ai déjà lu beaucoup de choses à ce sujet-là. Que la parité, elle n'est pas si populaire que ça chez les amateurs. OK. Alors, longue réponse Ben oui. pour vous, M. Renaud. Dominique Martineau, Beaulieu. Salut le Snake. Je regarde le CH dernièrement et je vois exactement ce que tu veux dire avec Suzuki. Complètement invisible. On se demande de plus en plus si ce n'est pas Slavkovski qui était la bougie d'allumage du trio. Révises-tu ton opinion sur Slavkovski à la lumière de ses performances des derniers matchs? Bien, Dominique, c'est sûr que j'ai émis des doutes sur Slavkovski dans les dernières années. J'avais dit en début de saison que c'était une saison cruciale pour lui, dans le sens qu'il y a 21 ans et c'est sa 4e année dans la LNH. Et en comparant les joueurs repêchés à un rang très élevé qui est arrivé dans la LNH à 18 ans, j'ai toujours remarqué que c'est souvent à l'âge de 21 ans que le joueur prenait son envol, pour de bon. Alors, dans ce sens-là, j'ai mis certains doutes dans le sens, est-ce qu'il va prendre son envol? Mais si tu reviens à 2022, Dominique, je ne sais pas si tu écoutais mes interventions ou si on en a déjà parlé, mais j'avais classé Slavkovski premier au repêchage de 2022. Tu avais même dit que c'était le meilleur joueur repêché par le Canadien depuis Guy Lafleur. Ça, c'était Demidov. Mais même avant que Demidov soit là. Oui, avant que Demidov soit là. C'est vrai, je l'avais dit. T'as bonne mémoire. Alors vois-tu, non, c'est pas vraiment une question de réviser mon opinion. Mon opinion était très élevée. C'est juste qu'après ça, j'étais plus en mode attente parce qu'on peut dire que l'année passée, Slavkovski a peut-être pas progressé autant qu'on aurait voulu. Mais là, cette année, depuis peut-être une couple de mois, là, il est vraiment parti pour la gloire. Puis tu sais, quand tu dis que tu attends 21 ans avant de te faire une opinion, est-ce que tu as une pondération pour les joueurs de plus gros gabarit que ça peut être plus long pour eux d'habiter leur corps puis d'être performants? Un peu, oui. Mais l'histoire nous dit que un moment donné, il y a une limite à tout ça. Ouais. Tu peux pas arriver et dire « Ah, ben il a juste 21 ans, mais il fait 6 pieds 6. » Il y a un moment donné, 4e saison dans l'année, mais tu vas dire ça à 18, tu vas dire ça à 19, peut-être même à 20. Mais à un moment donné, rendu à 21, 4e saison, là, tu dis, écoute, le gars, il est gros, puis il est temps. C'est sûr qu'un joueur comme Jack Hughes, on est porté à croire que ça prend moins de temps, mais Jack Hughes, ça a quand même pris 3e saison, Jack Hughes. Lui, il a un petit gabarit, puis il cartonnait pas à 18, là, il avait de la misère. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est peut-être un petit peu, bien que ça soit pas faux, je crois que c'est peut-être un petit peu surévalué, ça, dans le sens que on peut pas attendre 7 ans non plus, sauf exception. Ouais. Juste pour revenir sur Dominique, pour pas qu'elle se fasse démolir des commentaires, on ne sait pas à quelle date sa question a été posée. Fait quand elle dit que Suzuki est invisible, il y a eu une petite léthargie là, avant le voyage, avant qu'il soit annoncé sur l'équipe canadienne. Fait on fait ça pour sa protection. Jean Morin. J'aimerais vous entendre sur l'échange de Yaroslav Halak en 2010. J'ai l'impression que Simon approuve l'échange puisque la valeur de Halak était très grande après le printemps Halak et que Price était identifié comme étant le gardien d'avenir. Mais qu'en est-il du retour obtenu? Était-ce suffisant? Oui, moi, j'avais trouvé excellent l'échange parce que Yaroslav Halak, c'est sûr qu'il a eu une bonne carrière, mais il n'a jamais été aussi bon qu'au printemps 2010. Et le Canadien, à ce moment-là, oui, avait identifié Carey Price comme le gardien d'avenir. Oui, tu as besoin d'un bon réserviste, mais l'occasion était trop belle d'aller chercher quelque chose, un joueur qui va jouer 82 matchs en retour d'un gars, un gardien qui va peut-être t'en jouer 25. Et avec aucune garantie que le gars va répéter ses exploits parce que des feux de paille chez les gardiens de but, on en avait vu beaucoup. Ils ont obtenu l'Arcellaire en retour. L'Arcellaire qui joue encore. Je pense qu'à l'époque, moi, je voyais l'air peut-être un petit peu meilleur offensivement qu'il ne l'a été. Je voyais peut-être un joueur de deuxième trio.
c'est devenu un joueur de troisième trio. Mais un gardien comme ça, c'est... Tu sais, Mathias en a parlé souvent. Les gardiens, ça vaut pas grand-chose. Quand ils n'ont pas vraiment fait leur preuve. Ouais. Tu sais, quand t'es pas un Vasilevski ou un Price, tu sais, ça n'a pas une grande valeur. Alors que Pierre Gauthier a été capable à l'époque d'aller chercher un joueur de troisième trio qui a eu une longue carrière en retour, en fait, dans la Ligue nationale, il y a eu une longue carrière, je pense que c'était pas mal le maximum. On se souvient pas de la situation devant les filets à Saint-Louis, hein? Qu'est-ce qui aurait pu expliquer ce genre d'échange-là, mais... Ouais, il faudrait regarder en 2009-2010 qu'est-ce qu'ils avaient dans les buts, mais regarde, à Lac, c'était un peu la saveur du mois. Ouais. Puis eux autres se sont dit, ben écoute, on donne... Mais Larcellaire, il ne faut pas oublier que 3 ans auparavant, avait été le 13e choix au total. Ouais. Il a eu une bonne carrière, en tout cas. Il a eu une bonne carrière, il joue encore. C'est ça. Et il y a un match de 4 buts, d'ailleurs, à Montréal, dont Ouais. tout le monde se souvient. Et puis, à ce moment-là, moi, ce soir-là, je m'étais dit, l'éclosion. Ouais. Mais offensivement, ça n'a jamais été le cas. Mais il a été très utile. Il n'a pas gagné la Coupe, je pense? Oui, avec les Capitals. Les Capitals, Ouais. c'est ça. Puis, il avait bien joué dans les séries. Ben oui. Ouais. Sébastien Houd, avec le changement de direction à Buffalo et leur récent succès, sommes-nous enfin en train de vivre la remontée des sabres? Bien, le changement de direction et les récents succès, la corrélation en ce moment, on ne la connaît pas. Parce que, comme je viens de dire, il gagne 3 matchs, il conduit le directeur gérant, il en gagne 7 autres de suite. Buffalo, ça fait des années qu'ils bâtissent. On les a souvent analysés dans le show. Beaucoup de talent, mais beaucoup de joueurs pareils. Kevin Adams, une coupe de bons échanges, mais en général, une drôle de gestion du personnel. Rasmus Dahlin, qui n'est pas devenu le Connor McDavid des défenseurs, comme certains pensaient au début. Alors, s'il y a une remontée, je pense pas que ça soit à cause du changement de direction, à moins que Kekalainen, à un moment donné, transforme l'alignement au complet et que ça devienne son équipe. Mais pour le moment, c'est l'équipe de Kevin Adams. Ben oui. Ouais. Olivier Charon. Snake, parle-nous de tes 2 fils de Derek Plante, Zam et Max Plante. J'ai-tu mal lu la question? Excuse-moi. Snake, parle-nous des 2 fils de Derek Plante, pardon. Pas tes 2 fils. Non. Les 2 fils de Derek Non, Plante. mon fils, c'est Trevor Conley. Zam et Max Plante, eux qui dominent statistiquement la NCAA, ont-ils des chances de percer la LNH et être des joueurs d'impact malgré leur sélection tardive au repêchage? Ben, Zam a été choisi en 5e ronde par Pittsburgh en 2022. Alors, il a déjà 21 ans, il mesure 5 pieds 9. Puis, il est quand même pas... Je trouve que sur la glace, c'est quand même pas un joueur dominant, considérant son âge maintenant dans la NCAA. Alors, Zam, je pense que c'est beaucoup plus une long shot. Quant à Max, quand même un choix de 2e ronde, 47e au total de Détroit en 2024. En ce moment, il est listé à 5 pieds 11. Il a 30 points en 20 matchs à l'Université Minnesota Duluth, ce qui est très bien pour un joueur de 19 ans. Regarde, c'est pas impossible. J'imagine qu'il va signer son contrat en fin de l'année. Il s'en ira à Grand Rapids l'année prochaine. On verra. Peut-être sur un 3e trio offensif. Joueur offensif sur un 3e trio entouré de gros gars. Regarde, très, très dur à dire les petits joueurs aussi talentueux soient-ils. Ouais. Vincent Denomé, on termine avec lui. Un joueur de la trempe de McKenna est destiné à faire facilement plus de 100 millions en carrière, même s'il ne devient pas le joueur générationnel attendu. Pourquoi, dans ce cas, chambouler toute sa routine et l'envoyer dans la NCAA pour une petite année pour moins de 1 million? Avec sa descente dans les listes des experts, on dirait que sa décision va lui coûter pas mal plus cher que le montant reçu de Penn State. Vous en pensez quoi? Je trouve qu'il a pris un risque inutile. Bon, il y a une échelle salariale là, pour les choix et les bonnies, mais ce n'est pas une échelle salariale qui est semblable à celle de la Ligue nationale de football ou de la NBA. S'il était dans la Ligue nationale de football, la différence entre être le premier choix, mettons, puis être le 3e ou le 4e, c'est plusieurs millions de dollars répartis sur 4 ans. Mm-hmm. Là, c'est un contrat de 3 ans où à peu près tout le monde fait la même chose et il y a des bonnies. Alors, si McKenna arrive dans la Ligue nationale puis qu'il rencontre toutes ses cibles, ben, il va faire son argent, puis après ça, il fera son 100 millions. Ou pas. À l'inverse. Oui, à l'inverse, je pense pas que c'est d'avoir joué dans NCAA qui va faire en sorte qu'il va être un joueur ordinaire, s'il est un joueur ordinaire.
Cependant, je crois que où McKenna sa décision va l'influencer, c'est qu'il ne sera peut-être pas le premier choix, premièrement. Puis deuxièmement, là, les attentes sont beaucoup moins grandes. S'il avait été dans la Ligue de l'Ouest et qu'il avait fait 190 points cette année, il n'y a personne qui remettrait en question les choses qu'on remet en question en ce moment. Qui n'est pas très fort physiquement, qui est un joueur de périphérie, qui n'est pas toujours impliqué. Parce qu'on dirait, il a 190 points. Ouais. Là, il s'est exposé en faisant ça. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Peut-être, dans le fond, qu'il va avoir moins de pression. Ben oui. Et que s'il est choisi troisième et qu'il devient un gars de 80 points, on va dire, finalement, il est devenu bon. S'il avait eu 190 points, il y aurait eu la pression d'un Celebrini, d'un Connor Bedard, d'un McDavid même, presque. Puis là, on se serait attendu à beaucoup. Et là, c'est point faible, ou si on peut dire, les points d'interrogation qu'on a sur lui, auraient été exposés dans la LNH. Fait que je pense que monétairement, je pense que ça ne change rien. C'est à lui de déterminer par son effort, son travail, le genre de joueur qu'il va être. Puis, c'est ça. La seule chose, je pense, que ça peut influencer, c'est son rang de sélection. Ben, comme tu l'as dit, je trouve que le point central là-dedans, c'est le contrat d'entrée. Parce que ça lui donne 3 ans pour se justifier. Puis des joueurs, mettons, choisis plus loin, mettons Lane Hudson, ils vont faire fortune quand même, peu importe leur rang de sélection. Tu sais. Voilà. Fait que si tu cartonnes, tu vas être bien payé, peu importe. C'est ça. Tu vas peut-être avoir moins de commanditaires. Ça va te coûter plus. C'est ça. Puis ça va te coûter plus cher. Ça lui coûterait pas mal plus cher s'il était dans n'importe quel autre sport, parce que dans les 3 autres sports majeurs, il y a des gros changements. Si t'es choisi premier au baseball, tu as un bonus de signature de 11 millions. Okay. Puis si tu es choisi 30e, tu as un bonus de signature peut-être de 3 millions. Alors ça fait une différence. Un moment donné, tu peux le rattraper si tu joues bien, si tu deviens une grande vedette. Puis à un moment donné, on dira ce qu'on voudra sans faire de la démagogie. Que tu fasses 280 millions en carrière ou 254 millions, je pense pas là, qu'on soit rendu là, à capoter pour ça. Mais c'est sûr que ce qui a perdu McKenna cette année, il a perdu de sa superbe. Absolument. Voilà.